Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Destille qui a été édité en 2023 par Paverson Games après une campagne de sociofinancement. Le jeu a été traduit en français par Matago et est distribué au Québec par Elo Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Dave Beck qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 90 minutes. Le but du jeu sera de ramasser le plus de points de renommée pour avoir la meilleure distillerie. Donc on va fabriquer des spiritueux, de l'alcool fort dans ce jeu euro de gestion de ressources, de gestion de cartes. C'est un jeu aussi de collection d'ensemble dans lequel on va devoir accomplir différentes recettes pour faire des spiritueux de plus en plus renommés pour marquer le plus de points. On devra aussi améliorer notre distillerie avec des cartes d'amélioration et d'essayer d'avoir des ingrédients et des équipements premium pour brasser les meilleures recettes qui vont nous rapporter le plus d'argent et aussi le plus de points de renommée. On pourra aussi faire vieillir certaines de nos alcools à l'intérieur de notre cave dans les différents fûts en bois ou en argile. C'est un jeu extrêmement thématique, donc si vous êtes intéressé à l'univers de la distillation, la fabrication d'alcool fort, donc c'est un jeu qui devrait vous intéresser. Alors Destille, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois d'avril 2023. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau étagère au milieu de la table et on va aller placer sur celui-ci le jeton de tonneau sur la case numéro 1 de la piste des manches. On va ensuite se choisir une carte liste des recettes pour la partie. On vous suggère dans une première partie de prendre la carte A. On en a jusqu'à H à l'intérieur du jeu. Sur cette carte, on va retrouver les informations des différentes recettes qu'on pourra faire pendant la partie et on aura les étiquettes de ces différents types de spiritueux. On va donc aller chercher des jetons étiquettes pour chacune des recettes qui est sur la carte des recettes et on va aller en placer une étiquette par nombre de joueurs. Comme on fait un exemple à 2 joueurs, on va placer 2 étiquettes de chacun de ces types de spiritueux sur le plateau étagère et on va placer dans toutes les parties 4 étiquettes de vodka et 4 étiquettes de moonshine. En fait, cela équivaut à 2 fois le nombre de joueurs, donc 2 fois 2, on aura 4 étiquettes pour les 2 alcools de base. On va ensuite mélanger les cartes arômes et on va les placer sur la table pour former une pioche et on va aussi former une pioche avec les cartes alcool qui sont toutes identiques. On va mélanger les jetons médaille d'or et on va en choisir 3 au hasard qu'on va placer face visible au milieu de la table. Ce sont des objectifs que les joueurs pourront accomplir pendant la partie pour marquer des points de renommée. Les autres médailles seront remises dans la boîte de jeu. On va placer le plateau marché générique sur la table et on va aller placer les piles de cartes correspondantes sur les emplacements de ce plateau, ce qui va former le marché générique pour la partie. On va ensuite former des pioches avec les cartes amélioration, les cartes ingrédients premium et les cartes équipement premium et on va révéler 4 cartes de chacune de ces pioches, ce qui va former le marché premium. On va aussi placer le plateau camion au bout qui va constituer l'endroit des défausses de chacun de ces types de cartes. Et on va former une réserve avec les jetons de pièces et les cubes recettes. Les joueurs vont se prendre un plateau distillerie ainsi qu'un plateau recette qu'ils vont placer devant eux. Ils vont se choisir une couleur et recevoir leur marqueur de score et le marqueur 50 ou 100 points de renommée. On va aussi se prendre une carte aide de jeu qui est recto verso. On va aller insérer la liste des recettes qu'on a choisies pour la partie sur le plateau recette, ce qui va compléter toutes les recettes disponibles pendant la partie, c'est-à-dire celles qui sont sur la carte recette et les 2 recettes de base. Les joueurs vont recevoir un fût en métal ainsi qu'une bouteille de verre qui sont des équipements de départ et ils vont aller placer ces 2 cartes dans la section réserve de leur plateau distillerie. Et les joueurs vont recevoir au hasard 3 cartes objectifs personnels. On va ensuite déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a visité une distillerie et on va lui remettre le jeton premier joueur.
On va ensuite distribuer au hasard 2 cartes distilleurs à chaque joueur et il va en choisir une des deux pour pouvoir incarner ce personnage durant la partie. Au verso de sa carte, on retrouve plusieurs informations, dont les ressources de départ de ce joueur. Donc ici, il va commencer avec 5 pièces dans sa réserve personnelle et il va commencer avec un ingrédient de levure qu'il va placer dans la section du cellier de son plateau distillerie. On va aussi nous indiquer sur cette carte quelle est la recette signature de notre distilleur ainsi que son ingrédient signature. On va donc aller chercher l'étiquette de sa recette signature qu'on va aller placer dans le bas de notre plateau recette et on va prendre sa carte d'ingrédient signature qu'on va placer à côté de notre plateau. On n'aura pas accès à cet ingrédient en début de partie, mais on pourra faire une action bonus avec les étiquettes pour le gagner en cours de partie si on veut espérer faire notre recette signature qui est très payante. Et une fois qu'on a pris nos ressources de départ, on peut retourner notre carte distilleur et la placer dans l'espace bureau de notre distillerie. Et on va voir de l'autre côté le pouvoir de notre personnage qu'on pourra utiliser dans la partie. Et finalement, les joueurs vont aller placer leur marqueur de score à côté du plateau étagère près de la case numéro 1 de la piste de score. Une partie de distille se joue en 7 manches. À chacune des manches, les joueurs vont commencer par aller au marché pour pouvoir se procurer des améliorations pour leur distillerie, des ingrédients ou bien des équipements. On peut aussi aller au marché générique 2 fois pour pouvoir obtenir des ingrédients ou des équipements de base. Ensuite, les joueurs vont aller placer des cartes dans leur washback du côté gauche de leur plateau et ils vont devoir placer un certain nombre d'ingrédients d'eau, de sucre ainsi que de levure pour pouvoir faire une recette. Plus on met de sucre, plus il y aura aussi de cartes alcool qui seront ajoutées dans notre recette. On va ensuite mélanger toutes les cartes qui se retrouvent dans notre washback et on va retirer la carte du dessus et la carte du dessous. Et les cartes restantes seront utilisées pour faire une des recettes qui est disponible sur le plateau des recettes. On aura ensuite la phase de vente où les joueurs pourront mettre en vente les spiritueux qu'ils viennent de distiller ou bien ils pourront les mettre dans leur cave pour les vieillir selon le type de spiritueux qu'ils viennent de faire. Et finalement, à la fin d'une manche, tous les spiritueux qui se retrouvent dans notre cave vont vieillir et développer une carte arôme qui sera ajoutée à cette recette. Et à la fin des 7 manches, le joueur qui aura le plus de points de renommée sera déclaré vainqueur. Avant de débuter une manche, on va activer tous les pouvoirs de début de manche qui pourraient se retrouver sur les cartes distilleurs ou bien sur les cartes amélioration dans notre distillerie. On reconnaît les pouvoirs de début de manche avec l'icône vert qu'on voit ici sur cette carte de distilleur. Donc on va appliquer son pouvoir qui a comme effet qu'on peut aller piocher les 2 premières cartes d'une des pioches de cartes au marché. Donc je pourrais aller piocher par exemple 2 cartes équipement. Je vais pouvoir les regarder et je vais pouvoir acheter une des 2 si je le veux. Sinon je vais tout simplement remettre les 2 cartes sous la pioche. Je pourrais décider d'acheter la bouteille. Donc son coût ici est de 3 pièces. Je vais donc payer 3 pièces de ma réserve et je vais aller placer cette bouteille dans ma zone d'équipement. Chaque manche se sépare en 5 phases. La première phase est la phase marché. C'est là que les joueurs pourront acheter des cartes dans le marché premium ainsi que le marché générique pour pouvoir les ajouter à leur plateau distillerie et ensuite les utiliser dans leur recette. Ils pourront aussi acheter des cubes recettes. Dans la phase de marché, les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur et elle va durer jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé leur tour. Il y a par contre une restriction d'achat sur les cartes qui se retrouvent dans le marché générique. Les joueurs ont un maximum de 2 cartes qu'ils peuvent acheter dans ce marché à chaque phase marché. Et les 2 premières cartes du marché générique, soit les levures et l'eau, ont aussi un pouvoir qui va se déclencher lorsqu'on va acheter ces cartes. Pour les levures, quand on va se le procurer, on va avoir $1 qu'on va gagner immédiatement. Et pour les cartes d'eau, on va pouvoir aller choisir une des pioches dans le marché premium, regarder la première carte du dessus et on peut l'acheter si on veut, sinon on va la replacer sous cette pioche. On peut retrouver le coût des cartes dans les étiquettes en bas. Donc ici, on a des cartes qui ont des coûts de 0, des coûts de 1, 2, 3 et 4 dans le marché générique. Alors que pour les cartes du marché premium, on retrouve les différents coûts des cartes dans les étiquettes. À chaque fois qu'un joueur va acheter une carte dans le marché premium, on va décaler les cartes de cette rangée vers la droite et on va aller placer une nouvelle carte de cette pioche dans la rangée.
Il y a 3 types de cartes que les joueurs peuvent acheter. On a les cartes amélioration, les cartes ingrédients et les cartes équipement. Lorsqu'il va acheter ces cartes, il va aller les placer dans la zone de son plateau distillerie correspondante. Donc pour les cartes ingrédients, on va les placer à l'intérieur du cellier. Pour les cartes équipement, on va les placer dans l'espace réserve. Et pour les améliorations, on a 3 emplacements de hangar pour les accueillir. On peut donc avoir 3 améliorations actives dans notre distillerie. Si jamais on se procure une 4e carte amélioration, à ce moment-là, on devra défausser une des 3 qu'on possède déjà. Et si les joueurs veulent se procurer des cubes recettes, on devra regarder le coût sur notre plateau recettes. Donc dans le haut, on voit que les recettes bronze ont un coût de 2 pièces, les recettes argent ont un coût de 4 pièces et les recettes or ont un coût de 6 pièces. On peut retrouver les cubes de couleur à côté des étiquettes des différents spiritueux pour savoir le coût de chacune des recettes. Lorsqu'on va acheter un cube recette, on va dépenser le coût en pièces et on va aller placer le cube sur notre plateau recette. À ce moment-là, on possédera cette recette pour le reste de la partie. Si un joueur passe son tour dans la phase de marché, il ne pourra pas rejouer d'autres tours dans cette phase et on va finir la phase de marché lorsque tous les joueurs auront passé leur tour. À ce moment-là, on va procéder au nettoyage. Dans une partie à 2 joueurs, on va défausser les 2 cartes les plus à droite de chacune des pioches. On va donc les placer sur le plateau camion dans les rangées correspondantes. On va ensuite déplacer toutes les cartes restantes vers la droite et on va aller piocher 2 nouvelles cartes pour ajouter dans le marché pour qu'il y ait 4 cartes dans chacune des rangées. Ce seront les cartes disponibles à la prochaine manche. Disons que mon joueur a réussi à s'acheter différentes cartes dans sa première phase de marché. Il s'est acheté une bouteille, s'est acheté une carte céréale, une carte eau qu'il a placée dans sa pile d'ingrédients et il a réussi à installer une serre, donc une carte amélioration. Ce sont des cartes qui vont nous donner un avantage ou un pouvoir qui va pouvoir s'activer le reste de la partie. Dans le cas de la serre, elle a un pouvoir de début de manche qui va nous donner une carte de sucre provenant des plantes gratuitement à chaque manche. On passe maintenant à la deuxième phase qui est la phase de distillation et c'est une phase qui va se jouer en simultané, donc tous les joueurs vont effectuer cette phase de jeu en même temps. Au début de la phase de distillation, tous les joueurs ont le droit d'effectuer un échange en utilisant une carte qu'ils ont dans leur plateau, soit une carte équipement ou une carte ingrédient, et ils peuvent la défausser pour aller l'échanger contre une carte ingrédient du marché générique de valeur égale ou moindre à la carte qu'on défausserait. C'est là que les joueurs vont aller placer des cartes ingrédients pour les placer dans les 3 emplacements de leur washback à gauche de leur plateau distillerie. Les joueurs peuvent placer n'importe quel nombre de cartes dans chacune des 3 sections, tant qu'il y ait au minimum une carte dans chacune d'entre elles. Je vais donc regarder les cartes ingrédients que j'ai dans ma zone d'ingrédients. Donc j'ai 3 cartes différentes, une de chaque sorte. Donc je vais aller placer ma carte de sucre. Donc les céréales, c'est des sucres. On a 3 sortes de sucre dans le jeu. On a des sucres qui peuvent provenir des céréales, des sucres qui peuvent provenir des fruits et des sucres qui peuvent provenir des plantes. Je vais donc aller placer ma carte de céréales dans l'emplacement sucre de mon washback. Je vais aller placer la carte eau dans l'emplacement eau et je vais aller placer ma carte levure dans l'emplacement levure. Si j'avais d'autres cartes d'ingrédients, je pourrais ajouter plusieurs cartes dans chacune des sections pour faire une meilleure recette. Plus tard dans la partie, les joueurs auront aussi des cartes alcool, des cartes qui peuvent être utilisées pour être placées dans la section eau ou la section levure. Une fois qu'on a terminé d'ajouter des cartes dans notre washback, on va ajouter des cartes d'alcool égales au nombre de cartes dans la zone sucre. Donc si j'ai une seule carte dans la zone sucre, ce sont mes céréales, je vais donc ajouter une seule carte alcool. Les joueurs vont ensuite prendre toutes les cartes qui sont dans leur washback, vont les retourner face cachée, vont les mélanger et on va retirer la carte du dessus ainsi que la carte du dessous. Ces 2 cartes seront révélées et seront retournées dans notre cellier. Les cartes restantes formeront notre pile de distillation. C'est avec ces cartes qu'on va effectuer une des recettes. Il me reste donc seulement 2 cartes dans ma pile distillation, c'est-à-dire ma carte céréales et ma carte alcool. Je dois regarder dans les recettes que je connais. Pour l'instant, on connaît seulement la recette du moonshine et de la vodka. Donc, on va regarder si ces 2 cartes correspondent à une des 2 recettes qu'on connaît. Pour faire le moonshine, on doit avoir aucun sucre de aucune des 3 origines. Donc, je ne peux pas faire de moonshine parce que j'ai une carte de céréales dans ma pile distillation.
Pour la vodka, on voit qu'on doit posséder un sucre de n'importe quelle des trois origines, donc soit un sucre de céréales, un sucre de plante ou un sucre de fruits. Je pourrais répondre à cette exigence puisque j'ai une carte céréales. Je pourrais donc fabriquer de la vodka. Si j'avais eu le cube de recette du soju, par exemple, et que j'avais eu une deuxième carte de sucre provenant des céréales, j'aurais répondu aux exigences de cette recette. Donc, je dois avoir au minimum 2 sucres provenant des céréales, mais je dois avoir aucun sucre provenant des plantes et aucun sucre provenant des fruits pour pouvoir faire du soju. Je vais donc décider de faire du soju puisque j'ai les 2 ingrédients requis et que j'ai la recette sur mon plateau recette. On va donc prendre toutes les cartes de la pile distillation, on va les remettre les unes sur les autres et on va devoir placer un fût de notre recette pour la conserver. On voit qu'il y a 2 types de fûts différents, donc les fûts métalliques avec le petit icône du baril et on a des fûts qui demandent des barils de bois ou des fûts en argile. Ce sont des fûts généralement qui vont demander du vieillissement dans les caves, alors que le fût en métal est accompagné d'un icône, d'un sablier barré, pour dire qu'on n'a pas besoin de le faire vieillir. On va utiliser notre carte fût en métal de base pour placer notre recette à l'intérieur et on va aller se chercher un jeton étiquette sur le plateau principal et on va le placer par-dessus notre pile de cartes. Si jamais il n'y a pas assez de jetons étiquettes, les joueurs vont les gagner en ordre de tour de jeu. On peut quand même faire une recette même s'il n'y a plus d'étiquettes disponibles, c'est juste qu'on ne gagnera pas le bonus de vente de l'étiquette dans la prochaine phase de jeu. Même si les joueurs ont beaucoup d'ingrédients dans leur pile de distillation, on peut seulement faire une recette à chacune des manches parmi les recettes qu'on connaît. Une fois que tous les joueurs ont distillé une recette, on va passer à la 3e phase, qui est la phase de vente. Dans cette phase, les joueurs vont jouer à tour de rôle et à notre tour, on peut décider de vendre un des spiritueux qu'on vient de faire ou bien un spiritueux qui se retrouve dans notre cave qui était déjà en train de vieillir. Si on vient de distiller un spiritueux comme le soju qui ne nécessite pas de vieillissement, on est obligé de le vendre à la manche où on vient de le faire. Alors que si on a distillé une recette qui a un icône de sablier, c'est-à-dire qui nécessite du vieillissement, on ne peut pas vendre ce spiritueux dans la même manche où on vient de le fabriquer, on doit le faire vieillir au minimum une manche. Pour faire la vente de notre spiritueux, on va se choisir une bouteille de notre réserve d'équipement pour pouvoir le placer à l'intérieur de celle-ci pour augmenter sa valeur de vente et les points de renommée qu'il va nous donner. Ici, j'ai le choix entre la bouteille que j'ai achetée ou bien je peux prendre la bouteille de verre qui est l'équipement de base qu'on peut réutiliser à chacune des manches. Évidemment, on a plus d'incitatifs à utiliser celle-ci qui va nous donner un bonus d'argent et un bonus de points de renommée, en plus de rentrer dans notre collection de bouteilles qui va nous donner des bonus à la fin de la partie. Je vais donc aller placer cette bouteille à côté de toutes les cartes de ma pile de distillation de ma recette. On va donc étaler toutes les cartes une à côté de l'autre pour pouvoir cumuler leur valeur d'argent et de points. Tout d'abord, on va cumuler la valeur d'argent de notre recette. On va accumuler tous les symboles d'argent dans le haut des cartes. Donc, un pour mon fût, un pour l'alcool, un pour le blé et un pour la bouteille, ce qui fait un total de 4 pièces. Je n'ai pas de bonus de pièces pour la recette du soju. Je vais donc gagner 4 pièces pour pouvoir vendre cet alcool. On va ensuite cumuler les valeurs de points de renommée en additionnant les points de renommée à partir de la recette. Donc la recette de base vaut 5 et on va aller regarder les bonus dans le bas des cartes. Donc ici le blé ajoute 1, on est donc à 6 et ma bouteille va ajouter 1 ou bien on va ajouter 2, mais si c'est une recette qui provient de l'Asie, elle va valoir 3 points bonus. Comme le soju est une recette qui vient de l'Asie avec le petit icône de continent rouge, on va avoir le bonus de 3, donc 5 plus 1 plus 3, ce qui fait un total de 9 points de renommée. On va donc avancer de 9 sur la piste de score. Par la suite, on va prendre le jeton d'étiquette et on va pouvoir aller le placer sur un des emplacements bonus dans le haut de notre plateau distillerie. Ce sont des bonus qu'on peut réclamer une fois par partie. Lorsqu'on place notre étiquette, on a le choix de prendre 2 points de renommée ou on peut activer le bonus de la case où on va placer le jeton. Pour la première case, on gagnerait 5 pièces. Pour la deuxième, on gagnerait notre ingrédient signature qu'on irait placer dans notre réserve qui va nous permettre de faire notre recette signature de notre distilleur. Pour la prochaine, on va défausser une carte de notre cellier, donc n'importe quel ingrédient, et on va pouvoir aller chercher n'importe quelle carte d'une des défausses du plateau camion. Pour le prochain emplacement, on va gagner un ingrédient premium gratuit. Ici, on va gagner une recette gratuite. Ici, on va gagner une carte événement
équipement gratuit et on va gagner ici n'importe quelle amélioration dans celles qui sont disponibles au marché. Je pourrais donc décider d'aller prendre une amélioration et je vais aller me chercher ici le broyeur à malt qui va me permettre d'avoir un rabais de 2 pièces sur un ingrédient au marché à chacune des manches. Ensuite, on va récupérer nos équipements de base, donc le fût en métal ou si on utilisait la bouteille de verre, ces cartes seront retournées dans notre réserve d'équipement. Les cartes alcool, les cartes sucre ainsi que les cartes eau seront retournées dans leurs piles respectives dans le marché. Les cartes premium, elles, iront dans les défausses sur le plateau camion. Et les bouteilles premium qu'on a utilisées pour notre vente, on va les garder dans notre zone de jeu, dans notre collection de bouteilles, et elles vont nous rapporter des points à la fin de la partie, selon les icônes d'origine qu'on retrouve sur ces bouteilles. Si pendant mon tour de jeu, j'ai fabriqué un spiritueux qui demande du vieillissement, par exemple, si on est plus tard dans la partie, j'ai la recette pour le rhum, j'ai réussi à fabriquer du rhum, j'ai donc placé un fût en bois, et j'ai placé mon étiquette sur ma pile de distillation. Comme on a une icône de sablier, on doit le faire vieillir au moins une manche avant de pouvoir le vendre. À ce moment-là, dans la phase de vente, je vais devoir passer mon tour et je n'aurai rien à vendre pour cette manche. Lorsque tous les joueurs ont passé leur tour dans la phase de vente, on va passer à la 4e phase qui est la phase de vieillissement. Premièrement, si on vient de fabriquer un spiritueux qui demande du vieillissement, on va prendre sa pile de distillation et on va aller la placer sur un des 2 emplacements dans la cave de notre plateau distillerie pour commencer le vieillissement. Il faut obligatoirement qu'un des 2 emplacements de la cave soit libre, donc on va s'arranger pour vendre un des 2 qui s'y trouvait dans la phase juste avant pour faire de la place pour le nouveau spiritueux. Ensuite, on va aller prendre la première carte de la pioche arôme sans le regarder et on va aller l'insérer sous la pile de distillation pour représenter l'arôme qui se développe avec le vieillissement. Les cartes d'arôme sont des cartes qui vont ajouter entre 0 à 3 en valeur de pièces lorsqu'on va vendre cet alcool dans une manche ultérieure. Et de plus, selon le nombre de cartes arômes qui vont se retrouver dans notre recette lorsqu'on va la vendre, on va obtenir un bonus de points de renommée tel qu'indiqué sur le plateau. Donc 1 point de renommée pour une carte arôme, 3 points de renommée pour 2 cartes arômes, 6 points de renommée pour 3 cartes arômes, 10 points de renommée pour 4 arômes et finalement 15 points bonus si on a 5 cartes arômes lors de la vente. Après la phase de vieillissement, on passe à la 5e phase qui est la phase de fin de manche. Premièrement, on va aller regarder si les joueurs ont réussi à accomplir les objectifs des médailles d'or. Par exemple, ici on a une médaille où on doit posséder 4 cubes recettes. Ici on doit posséder 3 étiquettes de spiritueux provenant de l'Amérique. Et ici on doit avoir vendu une recette qui possède au moins 6 cartes alcool à l'intérieur de celle-ci. Si jamais un joueur a réussi un de ses objectifs, il va réclamer la médaille. On va gagner les points. On va aller les scorer directement sur la piste de score ici. Et on va retourner la médaille de l'autre côté. À ce moment-là, les autres joueurs ne pourront pas l'accomplir. C'est donc un objectif sous une forme de course. Si jamais plusieurs joueurs terminent un objectif à la fin de la même manche, à ce moment-là, les joueurs vont se séparer les points de renommée arrondis à l'entier supérieur. Ensuite, les joueurs qui n'ont pas fait de vente dans cette manche, par exemple, si un joueur a distillé une recette qui demande d'être vieillie, il n'avait rien à vendre, à ce moment-là, ces joueurs ont l'option d'organiser une dégustation. Lorsqu'on fait une dégustation, on peut décider de sacrifier jusqu'à 4 points de renommée pour pouvoir gagner jusqu'à 4 pièces. On gagne donc un nombre de pièces égal au nombre de points renommés sacrifiés jusqu'à une concurrence de 4. Et ensuite, on va avancer le marqueur des manches sur la prochaine manche et on va passer le jeton premier joueur au joueur suivant. On va ensuite jouer la 2e manche, la 3e manche. À la fin de la 3e manche, lorsqu'on va passer à la 4e manche, on va défausser une de nos 3 cartes objectifs. Donc à ce moment-là, les joueurs vont regarder leur carte objectif personnel et vont en défausser une des 3 et vont tenter d'accomplir les 2 autres à la fin de la partie pour marquer des points de renommée. Et la partie va se continuer ici. On va jouer un total de 7 manches. Et à la fin de la 7e manche, on va passer au décompte final des points.
En plus des points de renommée qu'on a déjà marqués en cours de partie avec nos ventes, on va marquer des points bonus à la fin de la partie. Premièrement, si on a encore des alcools dans notre cave qu'on n'a pas pu vendre, donc c'est par exemple un alcool qui demande d'être vieilli que j'ai fabriqué à la 7e manche, donc il n'a pas eu le temps de vieillir, à ce moment-là, on ne pourra pas effectuer la vente, mais on va quand même calculer sa valeur de points de renommée normalement. On n'aura pas la valeur d'argent et on ne pourra pas placer l'étiquette, mais on peut cumuler ces points de renommée pour les additionner à notre score, et les cartes arômes qui sont à cet alcool vont donner un point de renommée supplémentaire, donc on n'aura pas le bonus de vieillissement puisqu'il n'y a pas de vente. Ensuite, on va additionner les valeurs de nos cartes objectifs si on a réussi les conditions de celle-ci. On va ensuite regarder notre collection de bouteilles. Donc, ce sont les bouteilles premium qu'on a utilisées pour faire les ventes tout au long de la partie. On va aller regarder les icônes de continent pour savoir combien on fait de points. Donc, si je réussis à avoir les 3 icônes de continent, ça va donner 5 points de renommée. Et ensuite, on va regarder le nombre du même continent. Donc, ici, j'ai 4 bouteilles qui viennent de l'Asie. Donc, pour un ensemble de 4 du même continent, ça donne 7 points de renommée supplémentaires. Ensuite, on va additionner les points de nos cartes équipement. Donc, celle-ci vaut 1 point. Celle-ci vaut 1 point par 2 étiquettes Amérique. J'en ai seulement 1, donc je ne fais pas de point. Et celle-ci me donne 1 point par étiquette Moonshine ou Vodka. Donc, j'ai une étiquette Vodka, donc 1 point pour cette carte amélioration. On va marquer 1 point de renommée pour chaque tranche de 5 pièces qui nous restent et on va défausser ces pièces. Et celui qui a le plus de points de renommée sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est celui qui a le plus de pièces restantes. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Distille. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Distille? On va commencer par les côtés positifs. C'est une superbe production pour commencer. Donc tout le matériel, c'est vraiment d'excellente qualité. Il y a vraiment des beaux inserts de rangement, des endroits, des espèces de porte-cartes dans le fond de l'insert. Tu as des inserts comme ça pour pouvoir ranger tous les jetons d'étiquette, que tout soit classé, que tu passes pas ton temps à chercher ça quand tu fais la mise en place. Fait que ça aide beaucoup. On en a aussi pour les pièces, l'argent. Donc vraiment des beaux inserts, du beau matériel à l'intérieur. Fait que ça, c'est super. C'est toujours le fun. J'aime aussi comment ils ont organisé les plateaux individuels, donc les plateaux distillerie. Donc tout est bien classé, on ne cherche pas nos affaires, on voit où les différentes choses ont à être placées. Donc l'iconographie aussi très claire dans le jeu. Superbe aide de jeu qui est recto verso. D'un côté, tu as la séquence de jeu, donc toutes les 4 phases, qu'est-ce qui se passe. Puis de l'autre côté, tu as les différents symboles qu'on retrouve et tout ça. Fait que c'est vraiment parfait comme aide de jeu. On n'a pas besoin d'aller dans le livre de règles pendant la partie, même la première fois qu'on joue. Donc ça s'apprend vraiment bien. D'ailleurs, le livret d'instruction, je pense que c'est le fun de le souligner. On parle souvent des mauvais coups là, dans l'édition de société, mais celui-là, c'est vraiment un excellent livret d'instruction. Donc, bien aéré avec des exemples. La structure, elle est parfaite aussi. Tout est en ordre logique pour apprendre le jeu. Donc, vraiment, une belle job d'édition au niveau du règle, au niveau de la production du matériel. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Je pense qu'une de ses plus grandes forces, c'est que c'est un jeu euro qui est thématique. Donc, tout fait du sens, tout est relié aux thématiques de jeu. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux jeux euro, que souvent le thème, il est plaqué, puis il n'y a pas rapport, puis on s'en fout. Mais dans celui-là, c'est totalement l'opposé. Donc, c'est vraiment, on est parti d'un thème et on a développé des règles, on a développé des mécaniques de jeu à partir de ce thème-là. Et il y a beaucoup de références dans le livret d'instruction sur les vrais procédés de distillation, comment ça fonctionne. Des fois, on a des informations, OK, telle carte ou tel type de carte, on a fait ça, mais dans la vraie vie, c'est un peu différent, mais on a essayé de prendre cette information-là puis de transformer ça en une mécanique de jeu. Donc, il y a vraiment beaucoup de liens thématiques qui sont faits avec le mécanique de jeu. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, ça pardonne un peu aussi tout le petit côté push your luck un peu dans le jeu parce que, comme vous avez vu, quand on fait une recette, on défausse la carte du dessus, on défausse la carte du dessous, on les remet dans notre cellier. Puis après ça, ben, les cartes qui me restent, c'est avec ça que je fais ma recette. Fait que des fois, c'est qu'il faut que je fasse une recette qui demande 2 sucres de fruits, par exemple. Fait que j'en mets juste 2, ben là, il y a beaucoup de chances qu'il y en a un des deux qui soit défaussé puis que ma recette ne marche pas puis je dois faire quelque chose d'un peu moins bon avec ce qui me reste. Fait que ce petit côté push your luck là dans un jeu de gestion, ça a peut-être l'air de sortir de nulle part, mais quand on lit le livret d'instruction, quand on nous explique le thème, ça fait vraiment du sens puis c'est beaucoup plus facile à digérer après ça comme mécanique de jeu quand on l'expérimente. Parce que dans le fond, dans le vrai procédé de la distillation, on va toujours enlever
la tête, donc ce qui est sur le dessus, parce qu'il est pas bon, et le dessous aussi qui est pas bon, qui a des odeurs malodorantes. Mais on les jette pas, en fait on les récupère puis on les réutilise dans d'autres procédés. Fait que c'est pour ça que ces cartes-là, on les remet sur notre plateau. Donc c'est vraiment pour faire un clin d'œil à tout ce thème-là, fait que ça c'est quand même bien pensé. Puis ce petit côté-là de gestion de risque, de push your luck, m'a pas vraiment dérangé dans le jeu, même que j'ai trouvé quand même sympathique. Puis c'est un hasard qui est très contrôlé, parce qu'évidemment, si je veux faire une recette qui demande 2 sucres de fruits, ben si j'en mets 4 dans ma recette, je suis sûr de la réussir. Si j'en mets 3, puis j'ai quand même pas mal d'autres cartes, ou beaucoup de cartes d'alcool à ajouter, ben les chances qu'il y en ait juste un qui sorte puis que je sois capable de la faire sont quand même bonnes aussi. Fait que t'as quand même un gros contrôle sur ce risque-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant dans le jeu. Pour un jeu euro de gestion, c'est quand même un jeu, je dirais, dans les plus simples. Donc, c'est un jeu qui n'est pas très complexe. Oui, on va acheter des cartes, on va dépenser l'argent, se mettre des améliorations qui sont des pouvoirs permanents. Ça, c'est sympathique qu'on puisse justement personnaliser un peu notre distillerie, se donner un avantage dans telle sorte. Ça va diriger un peu notre partie. On va savoir un peu où s'en aller avec ça. Donc, j'ai bien aimé la simplicité du jeu. Il est facile à prendre en main. Il est facile à expliquer aussi à des joueurs, même si ce n'est pas des joueurs habitués dans le jeu de gestion. Je pense que ça peut être un jeu idéal pour embarquer si justement on part du fait que les joueurs vont aimer cette thématique-là, que c'est des gens qui sont des fans justement de whisky ou de rhum ou de spiritueux, tout ça. Donc ça peut partir de là, puis je pense qu'ils vont être capables de suivre vu la simplicité du jeu. Il y a plusieurs façons aussi de marquer des points. J'aime beaucoup dans ce style de jeu-là quand on met justement des objectifs personnels. Fait qu'on a 3 cartes objectifs, on va en défausser une à moitié de la partie, puis on va focusser sur les 2. Il y a aussi la course à objectifs pour les médailles. Fait que c'est un autre type d'objectif. C'est des objectifs qui sont publics, puis il faut les réussir en premier pour marquer les points. Fait que ça va mettre peut-être une petite tension sur les joueurs de se diriger pour être capable de faire ça, parce que c'est quand même des bons bonus de points. Fait que ça va rajouter une petite tension à l'intérieur pour aller réclamer ces médailles-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi la façon qu'on développe nos affaires, la façon est-ce qu'on va décider de faire des alcools qui demandent du vieillissement, qui se vendent instantanément, aussi de voir, il n'y a plus d'étiquette de cet alcool-là, fait que ça vaut peut-être pas beaucoup la peine de le faire parce que j'aurais pas le bonus d'étiquette qui, dans le fond, sont très puissants parce qu'ils peuvent te donner des cartes gratuitement. Souvent, tu vas prendre des cartes qui valent vraiment cher, fait que c'est quand même des bonus qui sont super intéressants. Fait que c'est de jongler tous ces éléments-là ensemble pour essayer d'optimiser tes productions. Parce qu'au final, on joue 7 manches, fait que tu vas produire 7 recettes au final dans ta partie. Fait que c'est essayer d'optimiser tout ça pour que ça soit le plus rentable en argent et en points. Le jeu possède un mode solo, donc vous allez jouer avec une espèce de système d'arbre d'accomplissement. Vous allez avoir des cartes d'objectifs solo, puis vous allez les disposer pour faire une espèce de schéma qui ressemble justement à un petit baril. Donc vous aurez plusieurs rangées d'objectifs comme ça, et vous allez devoir accomplir des objectifs dans chaque rangée pour essayer de l'emporter. Je trouve que c'est un peu plus intéressant que juste de faire un décompte de points puis d'essayer de faire le plus de points possible. Fait qu'ils ont vraiment développé de quoi qui semble intéressant, même si je ne l'ai pas essayé. Pour les côtés négatifs, on a mis dans le jeu un 2e livret qui est un livret d'apprentissage. Donc, il va vous prendre par la main, vous montrer le jeu étape par étape, tour par tour, action par action. J'ai trouvé que le jeu avait déjà une grosse simplicité, fait que de mettre ce livret-là, j'ai trouvé ça peut-être un peu inutile. À moins d'être vraiment quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux de société, ça pourrait peut-être être pertinent, mais au final, c'est un jeu qui se prend tellement bien en main que je vois pas l'utilité de ce livret-là. Pour ceux qui sont fans des jeux avec beaucoup d'interactions, c'est pas un jeu qui en offre beaucoup, donc c'est vraiment un jeu plus individuel où chacun fait ses affaires. On ramasse des cartes, on fait notre recette, on fait des points, on achète des cartes, on continue comme ça, puis on essaie de maximiser notre affaire. Donc il y a peu d'interactions. La seule dose d'interaction qu'il y a, c'est l'attention pour aller chercher les accomplissements, les objectifs des médailles. Parce même au marché, oui, des fois, il y a une carte que je veux, puis l'autre, il apprend, mais je serais pas mal pris. Il n'y a pas nécessairement une carte qui est un must qu'on doit avoir, puis que si quelqu'un nous l'enlève, ça ne marchera plus. Parce qu'on peut toujours aussi aller jongler avec les ingrédients de base, puis les cartes de base qui peuvent nous dépanner. Fait que c'est rare qu'on va avoir une grosse interaction, même par le marché, même si c'est un draft de cartes ouvert. Au niveau de la stratégie dans le jeu, ça me donne l'impression qu'on est très dirigé dans ce qu'on peut faire. Donc, c'est pas un jeu qu'on a énormément d'options stratégiques et de partie en partie, en y rejoint quand même plusieurs fois. J'ai déjà joué au moins 4 fois des parties dans ce jeu-là. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir tant d'options que ça, de pouvoir varier tant les stratégies d'une à l'autre, d'une partie à l'autre. Donc, ça se ressemble beaucoup au final, même si on change la carte des étiquettes. Donc, il y a quand même 8 cartes différentes. Ça va changer un peu la
dynamique dans le sens qu'il va y avoir des fois plus de recettes qui se vendent tout de suite ou plus de recettes qui demandent du vieillissement ou des trucs comme ça, plus de recettes qui sont sur certains continents. Mais au final, au niveau stratégique, les décisions que tu as à prendre à chacun de tes tours de jeu, je trouve que tu es très dirigé, puis ça finit par se ressembler beaucoup. Somme toute, Distille, je vais lui donner une note de B-. Donc, c'est un bon jeu qui est agréable à jouer de temps à autre. J'ai aimé le côté facile à prendre en main. J'ai aimé aussi l'immersion du thème, même si je suis pas nécessairement un grand fan de spiritueux. Donc, c'est évidemment une belle expérience thématique. Donc, si vous êtes des tripeurs de spiritueux, d'alcool, de rhum, de whisky, des choses comme ça, je pense que vous allez vraiment embarquer dans ce jeu-là parce que vous allez avoir l'impression de gérer une distillerie, l'impression de faire vos alcools, les faire vieillir, d'aller les vendre, d'aller au marché, essayer de trouver les meilleurs ingrédients. Donc, c'est vraiment un beau euro thématique, mais un euro qui est très simple, un système qui est très dirigé, qui n'est pas nécessairement très varié au niveau stratégique. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de stratégies différentes qu'on peut déployer à l'intérieur du jeu parce qu'au final, on ramasse des ingrédients, on essaye de faire une recette, on vend ça, puis on répète ça 7 fois. Donc, j'y rejouerai de temps en temps, mais c'est pas un jeu que je vais revenir constamment. Mais quelques fois par année, c'est un jeu que je vais trouver le fun à sortir ou de le montrer justement à des gens qui trippent beaucoup sur ce thème-là ou des gens qui veulent commencer dans le jeu de gestion, jeu euro. Ça peut faire un bon jeu pour les initier à ça, vu sa simplicité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'avril 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Starship Captains. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre drink favori? Ça peut être une boisson alcoolisée ou non. Donc, vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre communauté Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.